La chirurgie ophtalmo est tellement belle, des gestes ultra précis. Au micron près, on pèle des petites membranes. Le déclic, ça a été un stage au 15-20. Première injection de Luxturna chez 2 petites filles atteintes d'une maladie rare. Pas d'entraînement, pas de filet. Elle m'a dit, si tu fais tomber cette seringue, c'est le prix d'un appartement à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grad Talks. Grad Talks, c'est, vous le savez, notre podcast qui nous permet de découvrir nos formateurs ou les gens de notre comité scientifique au sein de Grad Santé. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Marie Séminel. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. Marie Séminel, toi tu es chirurgienne ophtalmologue, tu exerces à Cochin et tu consultes à l'Institut d'Aviel. Et tu es spécialiste dans les pathologies de la rétine et tu fais une formation avec nous qui s'appelle l'intégration des innovations dans la pratique médicale, les anti-VEGF dans la pathologie rétinienne. Oui. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je commence toujours mes podcasts avec la même question. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours Alors, donc, bonjour, moi je suis le docteur Séminel. J'ai grandi proche banlieue et je suis née à Paris. J'ai fait mes études à la Pitié-Salpêtrière et à Saint-Antoine, donc l'université Paris 6. J'ai eu un parcours plutôt classique. Je suis passée par l'externat. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'internat médico-chirurgical d'ophtalmo, que j'ai interrompu à la 2e année pour faire une année recherche, où j'ai travaillé avec le professeur Francine Béard-Cohen dans un labo INSERM sur la néovascularisation cornéenne cette fois-ci. Et ensuite, j'ai repris mon internat classique et j'ai effectué mon assistanat à l'hôpital Cochin, à l'ophtalmopôle de Paris, pour ensuite m'installer. Donc, j'ai une activité mixte, hospitalière et libérale. Donc, je suis praticienne attachée à l'ophtalmopôle et en parallèle, je suis installée à l'Institut d'Aviel à Paris en tant que rétinologue. Combien de temps ta semaine, c'est quoi? C'est 2 jours, 2 jours? C'est un jour hospitalier à Cochin et tous les autres jours au cabinet, donc pratique médico-chirurgicale entre le cabinet et la clinique. Tu as toujours voulu devenir ophtalmo ou c'est venu à un moment? À quel moment dans ton parcours? Pas du tout. Je savais que je voulais faire de la chirurgie. J'étais très à l'aise dans les environnements du bloc opératoire. J'aimais beaucoup l'esprit d'équipe. Je savais que je voulais me diriger vers ce type d'activité, chirurgicale plutôt que médicale. Et quand tu savais déjà dès le départ? Parce que j'avais fait des stages en chirurgie gynéco quand j'étais au collège, au lycée. J'avais suivi des pères d'amis. J'ai des grands-parents qui étaient médecins, j'avais ma grand-mère qui était neurologue, mais j'ai toujours été beaucoup plus attirée par l'aspect pratique et scientifique technique de la chirurgie. Et surtout l'environnement du bloc, j'étais complètement subjuguée. Voilà. Et après, non, l'ophtalmo, pas du tout. Au début, j'avais que l'interface des consultations d'ophtalmo, de lunettes, pour moi. Donc, j'étais pas plus attirée que ça. Et en fait, c'était le déclic, ça a été un stage d'externe que j'ai fait au 15-20, où vraiment j'ai adoré. J'ai assisté aux chirurgies ophtalmo dans les microscopes. Tout est filmé, en fait, dans les blocs. On peut vraiment voir comme dans un microscope opératoire, presque avec la même résolution. Donc là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et surtout, j'ai découvert tout l'univers avec toutes les différentes sous-spécialités auxquelles on n'a pas accès, je pense, si on consulte juste pour une consultation lambda de lunettes en ville, quoi. Donc c'est venu plus tard. C'est vrai que ça te permet, en fait, j'y pense, mais comme tout est filmé, ça te permet d'être un peu à l'écart, de voir à distance. Oui. Et pas être comme ça, là, collé. Alors si le chirurgien et l'aide opératoire sont... Bien sûr, mais toi, en tant que stagiaire, ça t'a permis de voir tout l'environnement technique, toutes les pédales, microscopes, laser, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Est-ce que tu as un mentor dans ton parcours? Est-ce que tu as eu un mentor? Alors, tu t'as dit... Oui, alors il y a plusieurs, je ne sais pas si je peux les citer. Bah si, pourquoi pas. Mais en fait, on a un internat, nous, on a une spécialité chirurgicale où on est binomisé. Alors je sais que ça se fait pas trop dans d'autres spécialités, mais c'est très binôme et très en dualité avec un chirurgien senior. Donc quand on est interne, on choisit à chaque 6 mois un chef que l'on suit pour 6 mois et on peut même passer plusieurs fois avec. Donc j'ai plusieurs mentors. C'est l'interne qui choisit? C'est nous qui choisissons, ouais. Mais il y a un risque que tout le monde choisisse le même, non? Alors, on est classé en fonction de notre classement d'internat, de concours par année. Et en fait, il y a un roulement et puis on choisit en fait tel service et tel binôme, donc telle formation chirurgicale. Moi, j'ai choisi assez rapidement de faire de la chirurgie vitréo-rétinienne et donc j'ai axé Après, c'est à nous d'axer notre parcours d'études en fonction. Donc oui, j'ai eu plusieurs binômes qui sont des cadors, des pontes en chirurgie vitréo-rétinienne à Paris, donc je ne pourrais pas tous les citer. Ouais.
Mais effectivement, ça a joué et c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette sous-spécialité. Parce que la chirurgie, ça reste quand même finalement un peu de la transmission, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un te montre les gestes, au bout d'un moment, tu fais une partie du geste, puis après... C'est complètement du compagnonnage. Et en fait, même l'attitude générale, le fait d'être à l'heure, le fait d'aider le chirurgien, participe beaucoup. En fait, on l'aide en consultation, on programme les blocs, on discute des cas. En fonction de comment le feeling passe et les aptitudes qu'on acquiert au fur et à mesure, le compagnonnage est plus ou moins bon dans les services. Il existe comme ça parfois des binômes qui ne fonctionnent pas et c'est... Oui. Ouais, ça c'est terrible. Mais effectivement, on est très dépendant pour notre formation chirurgicale, de notre investissement médical, technique, émotionnel même, de comment ça se passe dans les services. Okay. Voilà. Dans ton parcours aussi, j'ai vu que tu as reçu le prix d'Yves Pouliquin en 2018. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, donc, c'était un prix de recherche. Donc, quand j'ai fait l'année de Master 2, donc, au début, j'avais envisagé une carrière universitaire. Ça, on va en parler après, ouais. Après, le fait est que j'ai pas poursuivi, mais donc, j'ai beaucoup aimé cette année. C'est une année recherche où on faisait un Master 2, donc une partie théorique. J'avais été faire donc à l'Université de pharmacie à Paris. Sur la pharmacologie, un Master 2, puis une partie technique où j'étais dans un labo INSERM et donc j'ai suivi une équipe, de l'expérimentation animale, des techniques de recherche plutôt pas translationnelles mais vraiment fondamentales. Donc j'ai reçu un prix pour la recherche sur la néovascularisation cornéenne. Justement, c'était vachement intéressant parce qu'on en a parlé hors caméra, mais je trouve ça étonnant que au début tu te voyais universitaire, puis finalement tu exerces beaucoup, alors que pour moi, c'est deux facettes, quoi. C'est-à-dire que soit on aime faire, soit on aime rechercher, mais passer de l'un à l'autre comme ça, je trouve ça assez étonnant. Je pense que c'est très difficile techniquement d'être bon en recherche fondamentale et d'être en application clinique. Il y en a qui arrivent très bien, qui ont des carrières hospitalo-universitaires. Moi, par la suite, j'ai préféré plutôt l'aspect clinique, humain, l'interface avec le patient, la technicité des actes opératoires. Et tu étais attirée au début par le côté recherche. Oui. Et je pense que j'y reviendrai aussi par la suite. Mais l'investissement au début que ça demandait sur le plan technique et fondamental, il était énorme. Et je trouvais que ça empiétait beaucoup sur la formation chirurgicale et médicale. Mais je pense que plus j'aurai de l'expérience, plus j'y reviendrai et plus on acquiert de l'expérience, plus on aime regarder avec un autre spectre les choses, la recherche clinique fondamentale. Voilà. Donc, tu travailles à Cochin. Oui. C'est un choix. Ah oui, c'est totalement un choix. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix-là ? Donc moi, j'aime beaucoup l'environnement hospitalier. J'aime bien avoir cette pratique mixte pour avoir les avantages des deux pratiques. Je suis très attachée à mes collègues, à l'esprit d'équipe. J'aime beaucoup aussi l'aspect staff universitaire. On se réunit de façon hebdomadaire. Donc c'est avec d'autres chirurgiens de haute technicité, donc les rétinologues et autres sous-spécialités. Donc on peut discuter des cas difficiles, on se sent peut-être un peu moins seul, même si l'activité que j'ai à SOS Œil, elle est plutôt quasi hospitalière. Ouais. En fait, c'est du libéral, mais on fait beaucoup de soins non programmés, donc elle est quasi hospitalière, on est beaucoup de médecins. À l'hôpital, il y a un aspect staff universitaire, publication qui est hyper attrayant et on se sent quand même globalement un petit peu moins seul. Et je trouve ça bien de faire le pont ville-hôpital. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et pourquoi Cochin, pour le coup ? Cochin, c'est une très très grande équipe de rétine. En fait, c'est l'équipe de l'Hôtel-Dieu et de Cochin qui sont réunis. Et c'est une équipe très puissante et voilà, de rétine. Donc j'étais très attirée. Et c'est aussi un service qui fait beaucoup d'inflammation, d'UVI, de segment antérieur, avec une équipe qui m'était chère. Donc j'ai tout de suite adhéré, même si je me suis beaucoup plu dans d'autres endroits à Paris. Voilà, tous les rétinologues de Cochin, j'étais très contente. Tu parlais d'opérations complexes dans ton parcours. Comment on explique aux patients les risques et les bénéfices, par exemple, d'une chirurgie vitréo-rétinienne ? Ça peut être impressionnant quand même. Oui. Alors, donc, on est tenu, un cadre légal, on doit remettre une fiche d'information qui, nous, est éditée par la Société française d'ophtalmologie. À chaque acte invasif, chirurgical ou non, d'ailleurs, même quand on pratique une angiographie où il y a des risques, même des techniques d'imagerie un peu plus invasives, on doit remettre une fiche d'information qu'on doit expliquer, qu'on doit vraiment énumérer les risques. J'aime pas trop le catalogue exhaustif. Ouais.
En général, je liste les 3-4 principaux risques et après, je m'adapte au patient. En fait, le patient anxieux, Faut pas trop lui en donner. j'essaie de ne pas utiliser du vocabulaire négatif ou des verbes négatifs. Les patients qui ont des questions avec des lutins plastifiés, avec toutes les questions déjà notées, j'essaie d'être le plus exhaustif. Je m'adapte. Voilà. Ça dépend du profil psychologique du patient que j'ai en face de moi. Et est-ce que tu as un souvenir d'une opération particulièrement compliquée J'ai le souvenir avec le docteur Barral, Pierre-Olivier Barral, au 15-20, où pour le coup j'étais son aide, donc c'était mon maître de chirurgie. On avait fait donc la première injection de Luxturna, c'est une thérapie génique chez 2 petites filles de jumelles qui étaient atteintes d'une maladie rare, une maladie génétique. Donc c'était en sous-rétinien, c'était une des premières en France. Je crois qu'il y avait eu un cas à Bordeaux, donc c'était filmé. Et donc le produit, moi j'étais aide opératoire. Le produit coûtait extrêmement cher, donc j'avais une pression phénoménale sur les épaules. Et il m'a dit, si tu fais tomber cette seringue, c'est le prix d'un appartement à Paris. Donc voilà. Et ça, je me souviens que c'était quand même un grand moment. Et l'opération en soi était complexe parce que c'était la deuxième. Le geste technique était très complexe. C'était chez des enfants en fait de moins de 5 ans, donc très très complexe. Peu d'entraînement possible. Pas d'entraînement, pas de filet, pas de ceinture ni bretelles et un produit extrêmement innovant. Voilà. Donc c'est très peu réalisé en France. Et le fait de toucher aux yeux, ce qui est quand même pas la même chose. Vraiment, je trouve que si jamais l'opération est ratée autour des yeux, c'est quand même terrible pour la personne. Est-ce que tu sens cette pression-là quand tu vas opérer? Et est-ce que ça t'est aussi peut-être déjà arrivé d'avoir eu un problème et comment tu gères ça? Ah bien sûr, oui, on a tous eu des soucis. C'est vrai que c'est assez... les complications sont... comparées peut-être à d'autres chirurgies, sont pas vitales, mais elles sont fonctionnellement vitales. Et surtout, elles sont très visibles par le patient. Un patient qui ne voit pas bien ou qui a des distorsions d'image ou qui perd la vision, il est très conscient en fait de ce qui se passe en post-opératoire. Donc ça, même s'il y a pas mal de responsabilités sans faute, il y a quand même la responsabilité morale. Donc effectivement, oui, ça peut peser, surtout sur des patients jeunes, compliqués ou qui ont plus qu'une vision d'un œil. On le sent forcément. Au fur et à mesure, on apprend à éluder ce stress et juste à être ultra concentré pendant le moment du geste. Et puis, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais effectivement, c'est pas des complications vitales, mais c'est des choses qui sont fonctionnellement très impactantes pour le quotidien des patients. La répétition du geste, ça aide aussi, je pense, à se mettre dans une espèce de concentration. Bien sûr. C'est presque du staccanovisme. Alors, pas pour toutes les chirurgies, mais la chirurgie de cataracte, c'est ultra réglé. Même encore aujourd'hui, je suis encore en train de perfectionner, je m'amuse à perfectionner le geste pour optimiser la moindre des étapes. Voilà. On en parlait avec Maxime Delbar dans un autre podcast où, en fait, effectivement, on parlait de cette répétition. Parce que je pose souvent la question, est-ce qu'on ne s'ennuie pas au bout d'un moment à force de répéter le même geste? Parce que lui, il fait énormément de cataracte. Oui. Lui, il me disait que non, pas du tout, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je suis d'accord, je suis raccord avec lui. Donc, moi, je trouve ça très plaisant, déjà d'être un petit peu plus en confort, dans une zone de confort. Mais surtout, pour moi, la visualisation, la chirurgie ophtalmo est tellement belle. Je suis presque un peu spectatrice et que j'aime bien réaliser le geste et que je suis moins stressée. En fait, j'apprécie énormément le moment et chaque œil est différent. Typiquement, pour la chirurgie de cataracte, c'est un petit peu moins le cas pour la chirurgie vitréo-rétinienne où les cas se ressemblent quand même nettement moins. Ouais. Mais je trouve que c'est un geste magnifique et en plus, on a des qualités de résolution maintenant dans les microscopes. On a même des microscopes 3D. Donc, d'être presque spectateur de son geste, c'est très agréable. Il y a une technique que tu affectionnes, est-ce que tu aimes beaucoup faire? Très à l'aise, je dirais pas, mais j'aime beaucoup la chirurgie vitréo-rétinienne. La visualisation est dingue, la technicité est dingue, les instruments sont très perfectionnés. J'aime beaucoup la chirurgie maculaire, donc c'est des gestes ultra précis avec des pinces au micron près, on pèle des petites membranes. Donc ça, j'aime beaucoup, voilà, avec des colorants. Et on est sans cesse en train d'améliorer en fait la technicité. Maintenant, il y a même des microscopes opératoires 3D où on opère avec certaines lunettes, où on peut optimiser les colorants, la visualisation. Donc, avec même des OCT péropératoires, on peut imager. Voilà. 3D, qu'est-ce que ça apporte le fait que tu es... C'est une technique de visualisation où, au lieu d'opérer dans des oculaires, en fait, on opère sur un écran. Ouais. Donc,
c'est censé, selon certaines études, augmenter en fait l'ergonomie au bloc, parce Ok. qu'on est moins penché, donc c'est plus confortable. Toute la salle opératoire, tous les autres acteurs peuvent donc en même temps visionner le geste. On a des Ok. lunettes 3D comme au cinéma. Et ça améliore la visualisation de certaines parties de l'œil avec certains colorants, certaines techniques pour mettre en évidence certaines structures. Donc Tu parles de lunettes 3D, c'est-à-dire que on met des lunettes 3D et on a un mais tu microscope regardes un 3D. écran quand même. Et on regarde un écran. Ouais. D'accord. Donc On regarde pas dans nos oculaires de microscope. ni dans des écrans qui sont dans les lunettes. Tu C'est un regardes. écran Ouais. de plasma dans une salle opératoire. Donc tout le monde peut regarder. Et c'est pas un peu bizarre de faire son geste comme ça et de regarder là. Au début, c'est un marche à suivre, mais c'est assez agréable. Ouais. Certains disaient un peu gadget, mais en chirurgie maculaire, typiquement, on peut intégrer un microscope OCT, avoir plusieurs images sur l'écran, donc on peut se concentrer sur plusieurs images. Ouais. Non, c'est sympa. Donc ça, c'est sans cesse en évolution. Tu fais une formation chez nous et sur les anti-VEGF dans la pathologie rétinienne. Oui. Est-ce que tu peux, je demande ça à tous nos formateurs, nous expliquer brièvement ce que tu abordes et en quoi ça pourrait aider nos apprenants? J'ai choisi ce sujet donc, pour dispenser cette formation. Donc, les anti-VEGF, c'est une molécule un peu couteau suisse de l'ophtalmo qui permet de traiter pas mal d'indications différentes et qui en fait est très récente. Il y a, dans les années 2000, au début, tous les patients avec une DMLA ou de l'œdème maculaire diabétique perdaient souvent la vision. Donc, ce sont des molécules qui sont arrivées assez tard sur le marché. Et il y a un grand effort de recherche parce que c'est des maladies qui sont fréquentes. La DMLA, typiquement, c'est la première cause de malvoyance dans les pays développés après 50 ans. Et qui sont en constante évolution parce que c'est des injections assez lourdes, fréquentes, qui coûtent très cher à la société. Donc, il y a pas mal de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Donc, je trouve ça intéressant de former les nouveaux Ils sont pas intervenants. en injection pour le coup. Alors, Si. ils sont en injection. Ouais. Il y a en développement des réservoirs aussi implantables Ok. qui sont en phase 2 et 3, qui sont rechargeables, Et qui serait où? qui sont à la pars plana, c'est-à-dire au limbe, qui sont implantés chirurgicalement dans l'œil Ok. et qu'on peut recharger tous les 24-36 semaines, Ok. donc dans des intervalles de retraitement très très longs. Et il y a aussi à l'étude des injections, alors ça se fait beaucoup plus aux États-Unis, des injections suprachoroïdiennes, donc c'est un autre, mais c'est aussi des injections dans l'œil, et des thérapies géniques, donc qui sont en phase 3 aussi, qu'on injecte sous la rétine et qui sont un traitement définitif pour traiter les patients. Donc il y a d'autres voies aussi de traitement. Il y a un module qui est sur les complications post-injection. Oui. Ça a l'air d'être important, ça a l'air d'être crucial d'aborder ce sujet-là. Et c'est quoi les complications les plus fréquentes? En fréquence, je dirais la kératite, l'irritation, c'est-à-dire l'irritation de la cornée toxique qui est due à la bétadine, à la désinfection, qui est primordiale, qui pour le coup prévient l'autre complication la plus grave, qui est l'endophthalmie, c'est-à-dire l'infection de tous les segments de l'œil, et qui a un pronostic visuel très péjoratif. Et l'autre complication la plus fréquente, ce sont les hémorragies conjonctivales. Je ne sais pas si tu vois, c'est une nappe rouge de sang, comme un bleu sur la paume et sur l'œil, mais qui pour le coup est tout à fait anodine, qui effraie les patients au début, mais qui ne nécessite pas de traitement, voilà, pas de surveillance. Et qui reste. Et qui s'estompe comme un bleu en 15 jours, voilà. Ouais. Qui donne des petites couleurs sympathiques, voilà. Ouais. Ça passe par les stades de la bilirubine un peu jaune, voilà, comme un bleu. Sympa. Voilà. Donc on essaie d'éviter, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà. Toi, quand tu opères aujourd'hui, donc dans certains cas avec ton microscope 3D, tu regardes un écran. Et je voulais parler un petit peu avec toi des écrans. Parce que Oui. on est rempli. Là, les gens qui nous regardent, soit ils nous écoutent, soit ils nous regardent via un écran. Est-ce que, avec l'augmentation du temps passé devant les écrans, tu vois une modification des consultations en ophtalmo? Ou même, est-ce que dans ton quotidien, ça... Parce que toi, tu fais pas trop de consultations peut-être de ce genre-là. Si j'en fais quand même un Ouais. petit peu, c'est intéressant. Le prisme, il est surtout par les parents, en fait, les jeunes enfants. Il y a actuellement une épidémie de myopie, donc surtout sur les jeunes enfants. Alors, il y a l'impact psychologique du neurodéveloppement des écrans. Et sur le plan strictement ophtalmo, les écrans de près, en fait, ça induit énormément de myopie. Alors, il y a plusieurs hypothèses physiopathologiques qui ont été énoncées. Donc, c'est surtout les parents qui demandent en consultation, est-ce que vous pouvez dire à mes enfants? Et en réalité, c'est un vrai conseil qu'on doit leur donner. Quand tu dis de près, c'est là ou c'est même... C'est du 33 cm. Alors, un écran de télévision, c'est un petit peu moins grave parce que c'est de la vision de loin, mais l'hyper-accommodation de près
Le fait de ne pas être exposé à la lumière naturelle et d'être sur des écrans de la lumière artificielle et donc le temps passé sur écran, ça induit énormément de myopie. Ouais. Et plus le degré de myopie augmente, plus on va au-devant de complications, glaucome, décommande rétine, plus tard. Donc, faut faire très attention. Et on considère qu'il y a une population vraiment croissante de patients myopes. Donc, c'est plutôt alarmant. On commence à avoir des armes un peu pour limiter. Donc, c'est un peu le sujet crucial en consultation. Il y a une option sur le téléphone, je sais pas si tu sais, mais on peut mettre une option qui calcule à quelle distance tu es, qui Oui, dit ça fait trop longtemps oui, que tu es oui, près de ton écran. oui. Ouais. Ça, c'est peut-être déjà pas mal, mais ok. Et sinon, les fatigues oculaires, la sécheresse des yeux, enfin, ça n'a pas de lien Si. avec l'écran aussi? Ah si, si, si. Ouais. Les filtres bleus, ça reste assez controversé. Ça, les patients, ils en parlent Ouais. beaucoup en consultation. Il y a des nouvelles méta-analyses qui disent que ça diminue pas forcément la fatigue oculaire ni le vieillissement des photorécepteurs. Donc bon, c'est encore un peu en suspens. Par contre, le temps sur écran, le fait de regarder un écran et de moins cligner, en fait, sèche. On n'active pas la fonction de pompe lacrymale et donc ça sèche énormément. Et donc c'est responsable de beaucoup de symptômes de fatigue, même de maux de tête. Donc ça, on en parle beaucoup en consultation. Et la lumière bleue, pour l'instant, ça reste encore, on ne sait pas. Assez débattu. C'est peut-être mieux, Ouais. on ne sait pas On encore. ne sait pas encore. Ouais. Je voulais parler aussi un petit peu du fait que tu aies contribué à plusieurs publications scientifiques. Oui. Et en fait, quand on fait ça, ça demande de la précision, de la rigueur. C'est aussi le fait de former, ça demande ça. Comment tu fais justement? T'expliquais que sur ta semaine, tu as une partie à l'hôpital, une partie à l'institut. Oui. Et il faut aussi trouver du temps pour faire ça, notamment aussi pareil pour travailler avec nous. Comment tu organises ton temps comme ça? Tu es débordé par ça? Est-ce que tu arrives à gérer le truc? Ça dépend de tout le travail universitaire, que ce soit des publications, des préparations de congrès, des présentations annexes. En général, ça se fait plutôt sur mon temps perso, hein, soir et week-end. Tout le temps, en fait, de la journée, il est plutôt alloué aux actes techniques. J'ai pas le temps dans la semaine pour allouer, enfin, une plage pour faire. Donc, c'est plutôt sur mon temps perso. Et tu voudrais en faire plus? Ou tu trouves que tu en fais assez? Ça dépend, il y a des moments où c'est important de communiquer, d'autres où c'est plus important de me former moi sur d'autres sujets. Parfois j'ai envie de me former sur autre chose que de la médecine ou de l'ophtalmologie. Je me dis la vie est courte, donc j'ai plutôt envie d'aller explorer d'autres sujets. Qui reste dans le domaine de la santé? Pas forcément, non. Ok. Mais j'aime bien m'intéresser à d'autres choses et je me dis que c'est peut-être un peu triste d'être cantonnée. C'est bien de vouloir être à la pointe, mais j'essaie d'allouer mon temps perso, mais pas forcément que sur de la publication. Je ressens dans ce que tu dis un besoin d'apprendre tout le temps. Ouais, j'aimerais beaucoup même m'arrêter 1 an et faire autre chose, retourner sur les bancs de la fac. Moi, j'ai pas du tout été traumatisée par les études de médecine, j'ai adoré. Le concours, ça n'a pas été un moment. Alors après, je pense qu'on oublie beaucoup, mais c'est très, très exigeant. Mais j'ai adoré l'ampleur du travail, j'adore étudier. Donc, je suis pas traumatisée. Après, il y a eu évidemment des moments difficiles. Tu étais en équipe à ce moment-là aussi? Ouais, un animal social. J'aime bien travailler dans les bibliothèques. Voilà, j'aime pas travailler toute seule. Donc, non, je trouve ça intéressant d'explorer autre chose que la médecine. Et quand on publie comme ça, est-ce que tu regardes si ça a un impact, ce que tu as écrit? À mon échelle, c'est plus difficile. C'est plutôt le fait d'être reconnu, d'avoir une expertise auprès des correspondants qui sont surtout en ophtalmo des ophtalmos, parce que on est un cercle, une spécialité plutôt fermée. On est assez peu dépendant des autres spécialités, de l'imagerie. On est assez entre nous, finalement. C'est peut-être aussi l'aspect un peu négatif. Donc, le fait de publier ou de communiquer sur un sujet, on évalue l'impact sur les patients qu'on nous adresse, les expertises qu'on demande. C'est plutôt sur ça, voilà. Tu publies donc à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour le grand public, puisque tu rédiges des articles de blog aussi pour le grand Oui. public. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Dans le cabinet, on a pas mal de sujets qui sont proposés. J'aime bien communiquer sur des sujets un peu moins scientifiques, en tout cas un petit peu plus vulgarisés. C'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise. Je suis plus à l'aise pour parler technique que pour expliquer simplement. Ouais. Je trouve que c'est un travail qui est intéressant pour même en consultation pour parler aux patients, pour essayer d'être compréhensible. C'est bien, je trouve, de s'efforcer à vulgariser et à transmettre des choses, même dans le grand public. Vous utilisez des vidéos explicatives justement pour vos patients, pour tes patients, tu vois? Enfin, moi, j'imaginais par exemple un chatbot où on peut lui poser des questions et il répond. Est-ce que ça existe ce genre de choses?
Alors oui, dans le cabinet, donc mes 2 collègues associés, donc fondateurs, Dr Nkosi, Dr Jayan, ils ont mis en place une IA qui s'appelle Kali Coach, qui est une solution d'IA en fait de secrétariat augmenté qui, alors effectivement, libère du temps administratif, mais qui est un chatbot conversationnel qui permet 24 heures sur 24 de faire l'interface entre notre smartphone et les patients. C'est surtout sur les patients chirurgicaux pour l'instant, pas pour les patients, on a pour l'instant un trop gros débit de consultation. Mais on les accompagne, ils peuvent parler des symptômes qu'ils présentent à J1 post-opératoire. Et donc nous, on a accès directement aux symptômes rapportés, aux questions rapportées. On implémente avec des solutions d'IA. Et s'il y a des signes d'alerte, ça nous est directement, on reçoit un mail ou une notification push en direct. Ça veut dire, moi, je suis patient, tu viens de m'opérer, je me Oui. dis, oulala, j'ai un truc là, ça me gratte fortement. Je pose la question Le chat répond. dans mon téléphone. D'abord, le chat répond. Puis après, peut-être que je te donne un autre symptôme que j'ai. Et là, ça crée une alerte. Ça crée une alerte. Et Ça là- me prévient directement sur mon smartphone. OK. Ce qui te permet, pour les questions classiques, d'avoir Oui. une réponse à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Exactement. Et si jamais tu as des problèmes plus importants, Ça m'alerte. Voilà. OK, ça filtre, en fait. Ça filtre et ça permet aussi de rassurer les patients qui sont curieusement plus âgés et qui sont très à même d'utiliser cette solution. Moi, j'étais plutôt surprise au début parce que la population que j'opère, moi, est plutôt âgée, puisque je fais pas de chirurgie réfractive, donc c'est plutôt des patients plutôt âgés. Donc, curieusement, ils sont très, très à l'aise et très contents de cette solution d'IA. Ça les accompagne même avant pour, par exemple, ça limite le no-show d'annulation de bloc parce que la solution d'IA vérifie qu'ils aient bien fait leur consultation d'anesthésie. Donc, s'ils n'ont pas fait leur consultation d'anesthésie, ça prévient notre secrétaire. Et tout ce qui est question médicale qui ressort, ça nous prévient nous directement. Donc, ça m'est déjà arrivé de recevoir des SMS alors que j'étais donc à un autre endroit. Et ça me permet de surveiller les patients. Oui, parce que je ne sais pas si tu avais lu cette étude, mais il y a une étude aux États-Unis où ils avaient comparé l'utilisation que de l'IA, l'utilisation d'IA plus un médecin, la conversation. Et ils se sont rendus compte que, d'un point de vue empathie, il y avait beaucoup plus d'empathie dans l'IA pure Ah, je ne saurais même pas. que chez le médecin. Mais ça s'explique en fait, parce que, en gros, l'IA, on peut lui poser 40 fois la même question parce qu'on est inquiet et que c'est comme ça et qu'on n'arrive pas à s'en... Et en face, l'IA va répondre. Ne se fatigue pas. Voilà, de la même manière. Alors qu'effectivement, toi, au bout d'un moment, on t'a posé 4 fois la question. Bon, écoutez. Oui, même par mail, Voilà. La patience peut. Je trouve ça, effectivement, je trouve ça assez. C'est hyper malin. Comment elle s'appelle cette appli? Kali, c'est ça? Kali, Kali, Coach. C'est fondé par Dr Romain Jayan, donc. Et donc maintenant, il y a d'autres praticiens ophtalmo qui commencent à l'utiliser en France. Et, Pour les nouvelles technologies, tu m'as parlé du microscope 3D. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous accompagnent aujourd'hui? On parle, évidemment, avec ChatGPT, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais il y a peut-être d'autres technologies. Je crois qu'on parlait d'une machine où bientôt, concrètement, le patient il va arriver, il va poser sa tête. Et il y aura un diagnostic posé. Ouais, ça existe. Alors ça, je suis peut-être un petit peu moins au courant. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des outils Il y a des outils, oui. Il y a des outils, il y a des équipes qui ont implémenté pour améliorer, par exemple, les calculs d'implants avec la prédictibilité en fait réfractive, les cibles pour améliorer des techniques qui sont implémentées par IA en fait pour des calculs d'implants pour améliorer la précision post-opératoire, post-cataracte. Il y a des outils qui sont en développement. Peut-être l'opération à distance? L'opération à distance qui sera... Il faut déjà que ce soit robotisé, parce que c'est pas encore le cas. Il y a eu des techniques qui ont été faites au laser, mais nous, c'est encore au bistouri, lame, voilà. Il y a des étapes, c'est pas très automatisé, c'est quand même avec c'est manuel. Pour que ce soit fait à distance, il faudrait que ce soit, dans un premier temps, robotisé, puis après, donc il y a quand même un petit chemin, mais je pense qu'on y viendra peut-être un jour. Toutes les techniques de surveillance, la pression intraoculaire, des techniques d'imagerie, en fait, avec des téléphones, pour surveiller des patients qui ont des DMLA, pour faire de l'imagerie, en fait, avec le téléphone propre du patient. Et puis, tous les facteurs d'imagerie, en fait, les biomarqueurs, comment détecter des récidives infracliniques. Je pense que oui, on va en avoir besoin. Beaucoup sur le suivi.
pas tellement Dans la prévention. dans votre acte au moment de l'opération, mais c'est beaucoup sur avant-après. Enfin, c'est pré-opératoire, post-opératoire. De ce que j'entends dans les différents podcasts qu'on peut faire, c'est beaucoup autour de ça. C'est beaucoup vous aider à accompagner le patient avant et après et à bien arriver à savoir s'il y a un souci ou pas. Oui. L'acte, il est quand même relativement, pour une chirurgie de cataracte de 10 minutes, il est relativement perfectionné, peaufiné, même si je pense qu'on va venir vers des automatisations, mais c'est un acte que j'aime tellement faire et qui est rapide. On est plutôt dans l'amélioration de la précision pré- et post-op, voilà. Mais... Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour certaines opérations au laser, on paramètre évidemment la machine, mais après, en gros, si le patient bouge l'œil, hop, ça s'arrête. Il y a un eye tracker, oui, tout à fait. Et là, il n'y a pas d'intervention pour le coup humaine, à part la préparation. Alors, il y a la 30 PKR, oui, le LASIK, il y a quand même une technique manuelle ou une décépitalisation mécanique dans les PKR. Il y a quelques chirurgies qui sont faites sans acte technique médical. Et donc là, tout l'enjeu, c'est plutôt de screener les patients qui ne sont pas opérables en chirurgie réfractive, donc de bien récuser ceux qui sont récusables, enfin qui vont présenter des complications assez graves de la vision, qui sont souvent bilatérales en plus, parce qu'on opère les deux yeux en même temps, chez des patients jeunes. Donc on fait des actes d'imagerie pour bien les screener, et ça, il nous faut des algorithmes plus précis, probablement entraînés par l'IA, pour différencier et dichotomiser les patients opérables, pas opérables. Mais après, oui, la prédictabilité, des résultats, probablement qu'elle sera améliorée, mais l'acte technique en soi, il est un petit peu plus effacé. Après, il faut savoir gérer certaines complications si ça arrive, mais c'est surtout la prévision. Si on arrive à savoir beaucoup mieux à l'avance, ça va baisser le nombre de Bien complications. sûr. Ah oui, oui. La plupart des problèmes, c'est lié au fait d'une mauvaise... En chirurgie réfractive, oui, c'est lié à un mauvais screening, des anatomies, des structures de cornée qui sont pathologiques. Il y a des multiples critères à screener. Il y a des patients qui sont dans une zone un peu grise. Il y a des rouges, des verts et des patients dans une zone grise. Et c'est pour arriver vraiment à différencier. Ouais. Et donc ça, je pense que l'IA va nous aider plus tard à vraiment récuser les patients qu'il ne faut pas opérer. Tu sais si aujourd'hui, il y a de la transmission de données mondiale ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les datas qu'on peut avoir aux États-Unis, qu'on peut avoir aussi en Inde, qu'on peut avoir en France, est-ce qu'on se les transmet pour que ce qui peut arriver aux États-Unis n'arrive pas en France et inversement des cas où il y a eu des problèmes? Tu sais si ça marche ça ou pas? Pas que je connaisse. Après, il y a des congrès déjà internationaux. Il y a des chaînes de vidéos YouTube où ce sont des chirurgiens qui partagent des expériences donc dans multiples pays. On peut partager son expérience chirurgicale avec des chirurgiens de Barcelone, d'Allemagne, de partout dans le monde. Mais alors, une source unique, je ne connais pas. Ouais, ça n'existe pas. Est-ce que tu nous parlais de ton avenir, du fait que tu adores étudier. Finalement, tu te verrais bien peut-être t'arrêter une année. Ce serait idéalement, mais ce serait un luxe de pouvoir le faire. Selon toi, c'est quoi l'avenir de ton métier? Est-ce que tu perçois qu'il va changer d'ici une dizaine d'années? Probablement, il y aura des petits mouvements, des patients diabétiques mieux traités, on aura moins de chirurgie à faire sur certains patients. Peut-être plus le côté prévention, en fait, arriver en amont des complications, plus dépister, améliorer les techniques d'imagerie, d'IA, proposer des actes plutôt de prévention en amont du traitement médical ou chirurgical pur. Ça, je pense que c'est le plus important. Prévention et dépistage des glaucomes à un stade vraiment peu avancé. Donc ça, c'est très important avant d'arriver à des stades... Parce qu'on a des solutions à proposer, laser, collyre, avant d'arriver à une technique chirurgicale. Donc je pense peut-être un recul des indications chirurgicales et une augmentation des actions de prévention. Je pense que ce sera surtout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui souhaiteraient devenir ophtalmo? Je leur conseille de foncer. Il y a très très peu d'ophtalmos qui regrettent. Enfin, c'est une spécialité magnifique où on se sent très efficace. On prend en charge vraiment le patient de A à Z. C'est une chirurgie hautement technologique qui bénéficie de beaucoup de progrès, je trouve, par rapport à d'autres aspects, qui m'a beaucoup plu. Et même sur le côté médical, c'est très transversal. Dermatologie, médecine interne, donc on a des patients très intéressants. Et sur le côté médical, alors notamment en rétine médicale, il y a plein d'efforts de recherche parce que c'est des maladies qui sont fréquentes. Il y a des gros budgets de recherche, donc c'est en constante évolution. Donc je trouve que c'est vraiment une spécialité d'avenir. Très bien, merci beaucoup Marie. Merci Alexis. C'était un très bon moment.
Si la formation que Marie a fait avec nous sur les anti-VEGF dans la pathologie rétinienne vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.